Je vais inviter pour la deuxième table Farid Tabarki. Farid, please. Je vais vous demander d'applaudir très fort Farid, s'il vous plaît. Je vais accueillir également Michel Derdevé, s'il vous plaît. On l'applaudit. Je vais vous demander également d'applaudir Marc Mossé, qui va nous rejoindre. Je vais demander également à Luca Vicentini de venir. Voilà, et je dois malheureusement excuser Madame Mercedes Bresso, qui était députée européenne, qui ne peut être là avec nous, mais on va tout de suite lancer le débat. Alors, avant d'introduire mes collègues qui viennent de nous rejoindre, je voudrais rappeler que la conférence est projetée en ligne sur global.com/Europanova et que vous pouvez tweeter également sur le hashtag Europanova. Et ce qu'on m'a demandé également, et je le ferai, puisque nous avons une centaine de personnes en temps réel, ça change un petit peu, mais qui nous suit également en ligne, on prendra une question des internautes, si vous êtes d'accord, puisqu'ils n'ont plus, pour les personnes qui sont en province ou à l'étranger, se joindre à nous. Alors, je vais tout de suite introduire nos collègues. Alors, Marc. Il est là. Alors, je vais vous présenter donc Marc Mossé, qui est directeur des affaires publiques et juridiques du groupe Microsoft. Marc est un ancien avocat et je reviendrai te voir, Marc, pour te poser la première question, puisque dans ton profil, ce qui est forcément intéressant, c'est que évidemment tu es dans une industrie culturelle, celle du jeu vidéo, mais tu t'es intéressé également beaucoup sur les questions d'éducation et de culture, puisque tu fais partie du conseil d'administration du Forum d'Avignon. Donc je reviendrai te voir dans quelques minutes pour te poser cette question. Luca. So, thank you very much for joining us today. So, Luca, first I was really impressed about your resume because you are the first secretary of the European Union Trade Union Confederation, but you are also a writer, and especially you write some poems, so maybe we could have the chance at the end to have some poems in this assembly. Exactement, dans ce monde parfois difficile. Cher Michel, alors Michel, tu es un habitué de cette maison ici. Tu es membre du directoire. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Enedis. Voilà, vous le connaissez tous sous l'ancien ERDF. Alors Michel, c'est un ami de cette maison puisque c'est un spécialiste de l'énergie. C'est une personne, Michel, qui est passé d'abord par les cabinets et qui est passé ensuite dans les entreprises. Et il est de fait tombé dans l'Europe parce que comme c'est un spécialiste de l'énergie, on comprend assez vite, et c'est là-dessus où il va intervenir, que l'Europe est forcément l'Europe de l'énergie est forcément une question européenne. Vous imaginez bien que lorsqu'un pays décide de sortir du nucléaire et qu'un autre pays décide de se renforcer ou de sortir des énergies renouvelables, eh bien la question de frontières, comme on l'a vu tout à l'heure sur la question des réfugiés, n'est plus trop importante. Et on reviendra également sur une de ces questions, les questions d'éducation, puisque tu y es particulièrement sensible, puisque dans ton dernier ouvrage, tu fais des propositions un peu surprenantes, et j'aimerais bien que tu y reviennes dessus. And Farid, it's a pleasure to have you there. So you are the founding director and the founding manager of Studio Zeitgeist. So I have to check about this definition of Zeitgeist and understood that it's article. You invite keynote speaker, you debate, and you have some exchange about the spirits, the culture of the present time. And so we will be pleased to know more about that. So I know that you're also a columnist, also in economics and finance. And we will have several questions because you know that the topics will be about innovation, entrepreneurship, but also to foster and to sustain employment in Europe. But my first question will be for Marc. Et Marc, je vais donc te poser la première question sur, de ton point de vue, puisque tu es aujourd'hui dans une industrie culturelle qui s'intéresse aux questions, bien évidemment, d'éducation, dans le cadre du jeu vidéo, etc.
Quel serait pour toi, justement, puisqu'on en a parlé avec Cédric Villani tout à l'heure, sur ces questions d'éducation qui pourraient permettre d'avoir un impact fort sur cette relance européenne, notamment pour l'emploi des jeunes? Vaste programme, mon général. Je commencerai par vous dire qu'on est en fait en train de traverser une révolution industrielle. J'ai peut-être, en disant cela, l'impression de dire une banalité, mais on a l'habitude de dire qu'on est dans la 4e révolution industrielle. Et à chaque fois, ces révolutions industrielles ont été liées à des technologies qui sont apparues, qui sont affirmées. On a eu la machine à vapeur, on a eu l'électricité, on a eu les ordinateurs, et aujourd'hui on est avec le cloud computing, l'informatique en nuage, dans la puissance de calcul qui débouche sur l'intelligence artificielle, qui est un élément central. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on parle de l'investissement pour l'Europe. Cette semaine, l'administration américaine a rendu public un rapport, le 12 octobre, sur le futur de l'intelligence artificielle, qui va sans doute, on peut le deviner, être l'une des feuilles de route des politiques publiques des États-Unis pour investir dans le futur et déjà imaginer ce que seront les industries du futur et les jobs du futur. Et en allant dans cette révolution industrielle, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que comme toutes les révolutions industrielles, elles sont porteuses d'énormes progrès. Comme toutes les révolutions industrielles, elles sont aussi porteuses de bouleversements profonds de nos sociétés et d'inquiétudes pour certaines personnes. Et d'inquiétude notamment pour ceux qui se disent « mais quel est mon job demain et quel sera le job de mes enfants demain ?» Et c'est pour ça que, au-delà de la question de l'investissement financier tel qu'on l'a vu avec le plan Juncker, au-delà du Digital Single Market, cette idée d'avoir un marché unique du numérique, qui est essentiel, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour accroître la croissance, notamment des PME en Europe. L'un des éléments qui me paraît essentiel, si on veut réussir dans cette révolution industrielle, c'est la question de l'éducation. La question de l'éducation des jeunes, mais également de ceux qui ont déjà un emploi. Je pense ici à la formation professionnelle. Si on ne prend pas à bras-le-corps cette question-là, non seulement on ne préparera pas les futures générations ou ceux qui sont déjà à un emploi aux nouveaux jobs qui vont apparaître, parce que certains jobs vont disparaître. Il faut l'assumer. Et c'est aussi le rôle des politiques, d'avoir un discours de vérité, mais un discours dessinant un futur positif, eh bien, il faut préparer à ce que seront ces jobs du futur. Et à cet instant, ce qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que ces jobs du futur, ce sont des jobs qui requièrent des nouvelles compétences. Vous en avez parlé ce matin avec Cédric Villani, la question de savoir coder, sans devenir un ingénieur, sans devenir un développeur, mais de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Ça me paraît essentiel. Parce que si on ne prend pas ça à bras-le-corps, on risque véritablement d'accroître cette inquiétude. Il n'y a qu'à regarder les études d'opinion, les sondages, certaines élections. Quand on regarde où les votes en faveur des récits mortifères pour l'Europe sont les plus puissants, ce sont les personnes avec le moins haut niveau d'éducation et qui ont peur pour leur job dans le futur. Donc c'est la question des gouvernements, c'est la question de la société civile, c'est la question des entreprises de s'emparer à bras-le-corps de ce sujet. Et alors, mon dernier point, pour pas aller au-delà de mon temps pour le propos introductif, c'est que souvent on me répond, oui, mais la question de l'éducation, c'est pas une question européenne, c'est une question qui relève de la compétence des États. Deux remarques à cet instant. La première, c'est que rien n'interdit aux États de penser le futur dans l'environnement européen et de pas se renfermer sur un souverainisme un peu rétréci. Et la deuxième chose, mais c'est peut-être une idée hérétique que je lance comme ça à l'encan, c'est de se dire, on a beaucoup critiqué les politiques d'austérité et les fameux 3% du déficit. Qu'est-ce qui nous dirait de dire que l'une des grandes mesures à prendre pour l'Europe, c'est de sortir du calcul de ces 3% les dépenses des États liées à la formation professionnelle et à l'éducation. Ça, c'est une mesure qui est une mesure européenne, c'est une mesure qui est simple à comprendre pour tous les citoyens. Pour tous les citoyens. Le plan Juncker, c'est formidable, c'est compliqué à comprendre pour le citoyen. Dire demain, l'Europe fait de l'éducation et de la formation professionnelle tout au long de la vie le centre de sa politique pour être dans le monde qui vient avec une réussite pour chacun et personne laissé derrière, c'est un discours simple. C'est une petite pièce d'un récit, mais je suis sûr que tout le monde le comprendra. Merci, merci beaucoup, merci infiniment. On va revenir de toute façon sur ces notions d'éducation. Farid. So, we have
lot of discussion about education, vocational training. Would you like to stay on this point, or would you like to move to the Juncker plan and the billions involved and raised in this plan? Yeah, well, we had a powerful start, so thanks for that. I would go a bit deeper on what you said about how fundamentally our economies are changing because of the fourth industrial revolution, the impact of technology. Because the first groups which are being touched upon at the moment are the middle class, the medium qualified. If you look to research in the last 15 years, the people in the lower and higher qualified sectors are doing quite okay. Percentages, there is growth in the lower skilled part of our economies and the higher skilled of our economies. The biggest impact in the coming years on this story, when it comes to the impact of technology in financial industry, in mobility, in our health sector, any sector we can think of, it's the middle class, medium qualified people. So there we see, in every European country, a decrease of employment of the last 15 years and the coming 15 years. So for me, when it comes to the importance of education, it's about preparing our future generations for a fundamentally different economy and society. So that means preparing teachers, future teachers, empowering teachers in our educational process. But even more important is investing in the people now in the middle of our organizations, which are becoming jobless, robotization, algorithms. So we have to invest in their employability. Because in the future there will be new jobs for them, but they will have to make a change of competences, of qualities, of their talents to make sure that they are prepared for a future economy. Now the interesting thing is, there are two sides of this story. The hard story, the negative part, is this middle class of our societies and preparing them for a better future. And for now they're of course very anxious, and we see that in our politics, how they vote. The good thing about this narrative is we discussed young people during this morning. Young people are the digital natives. Our companies, our organizations, our NGOs need young people to be ready for such a new economy based largely on technology. So if you as a company or an organization don't include younger generations, you're not going to be in business in 10 years' time. If you listen to banks, one of the sponsors today, the banks say now if you're 40 plus over, it's going to be hard to be in the banking sector in 10 years' time. Because banks become technology companies, and for this they need younger generations. Now I believe in cross-generational working, so hopefully generations can make connections with each other, help each other, but on a much more similar level, equality level than before. Lastly, about money and the Juncker plan, the fascinating thing is we're horribly rich. If you think about, let me have a look at some of the numbers. Germany is borrowing money, government bonds, with a negative interest rate. So in 10 years, 15 years time, the German government pays back money, but less than they borrowed. So this is a unique opportunity for us to invest in our economies, to invest in our people, because what we now invest, we even get money back from our investments. Secondly, if you look at the cash sheets of our companies in Europe and globally, 600 billion euro is in cash in European companies. They don't invest because they don't know where to invest in. They're afraid of where do we invest in, is that future proof? If our governments, so you're right, if our governments have policies where we make clear we're going in this direction, we're not wobbly like Spain with the energy transition, with governments changing positions all the time, of course you wait with investing as a company. But there are 600 billion euro waiting for us to invest in our economies. On the global level, 7 trillion euros. It's crazy how much cash there is, but we don't invest because there's not a clear goal where to invest in. Our governments, the European Union, can be clear what to invest in. Horizon 2020, one of the programs of the European Commission, is trying to do that. I think it's a good program, but it can go much further. Last but not least, our corporation is one example, but what about our SMEs, our small, medium enterprises? They are 2/3 of all the labor force in Europe. We have to make sure that all these investments, European Union and our governments, includes SMEs, because they have to make the same transformation as the corporates, and I think we
too much invest into corporations or large corporations. We also have to take into account our small and medium enterprises and take them into the future because they are the largest part of our labor force. That's it for now. Thank you very much, Farid. It's very clear. Thank you very much. That means that probably École des Mines will have to move also to vocational education. That you heard that if you are more than 40 now it's not possible anymore to work in the bank system, so we'll think about that. Thank you very much, Farid. Michel, une question pour toi. Je voudrais qu'on reste effectivement dans cette question de l'éducation. Bien sûr, on peut parler aussi de l'investissement que tu connais bien. Dans ton dernier rapport, alors tu en as écrit de nombreux. J'aimais beaucoup celui l'Europe en panne d'énergie. Voilà. Et dans ton dernier rapport, l'Europe en réseau, où tu fais justement ce jeu de mots avec ces réseaux d'énergie, tu fais une proposition surprenante, c'est que tu proposes, donc je crois que c'est la proposition 12, un collège de Bruges de l'énergie. Alors où est-ce qu'on va le mettre, ce collège de Bruges de l'énergie? Il ressemblerait à quoi si c'était idéalement dans l'énergie pour toi? Ce serait pour les jeunes, ce serait pour les très vieux, les plus de 40 ans? Comment tu le verrais? Il y en a dans la salle, fais gaffe. Il y a beaucoup de plus de 40 ans dans la salle. Merci Cédric, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je n'appelle pas ça un collège de Bruges de l'énergie, je l'appelle un collège d'Europe. Ce qui peut permettre à l'école des mines de Paris ou à Sciences Po d'accueillir cette institution. C'est un petit peu plus ouvert. Non, le constat, et je rejoins tout à fait ce que Marc a dit à l'introduction, c'est qu'on va avoir en Europe à engager, à suivre la transition énergétique. Et on ne peut pas le faire pays par pays. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des démarches complètement fragmentées, redondantes, sans aucun partage, sans aucun effet miroir de ce qui réussit là et échoue ailleurs. Et donc l'idée du Collège d'Europe de l'énergie, c'est comme en 49, les chefs d'État et de gouvernement lancent le Collège d'Europe de Bruges pour faire que les jeunes, la jeune génération, partagent au-delà des cultures de chaque pays un idéal commun. La transition énergétique, c'est un très beau défi. Ça va challenger l'ensemble de nos économies, de nos visions politiques. Mais bon Dieu, arrêtons de le penser à l'aune de nos nations. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que ce défi-là, il est affronté, quand on regarde les États-Unis et la Chine, de manière globale, de niveau continental. Et donc le fait qu'on puisse en Europe avoir le sentiment que l'union de l'énergie, Cédric évoquait le plaidoyer pour la communauté européenne de l'énergie, qui était un des plaidoyers de la fin des années 2000. J'avais écrit avec Jacques Delors plusieurs papiers là-dessus. Aujourd'hui, à Bruxelles, on parle beaucoup d'union de l'énergie. Mais plus on en parle, plus on a l'impression que l'Europe se déconstruit et que c'est des choix nationaux qui priment. Renversons le sujet, faisons-en un sujet par l'éducation, je rejoins Marc, par la pédagogie, et aussi par sans doute pas uniquement la formation initiale, mais aussi un endroit où on traiterait des questions de formation continue. Toutes les industries de l'énergie vont être chamboulées par l'arrivée des renouvelables, du numérique. Donc il va y avoir énormément de collaborateurs en reconversion. On peut aussi envisager que cette institution, ce collège, serve aussi à faire que toute une série de cadres de plus de 40 ans, pour reprendre ta formule, puissent se retrouver avec un horizon un petit peu dégagé. J'aimerais revenir peut-être 2 minutes juste sur le titre de la table ronde. Pour simplement dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie d'investissement et d'innovation isolée, nationale. On voit bien que sur le sujet de la transition énergétique, la Commission nous dit qu'il y a des centaines de milliards d'euros à mettre sur la table pour les réseaux, par exemple pour les infrastructures. 400 milliards pour les réseaux de distribution, 200 milliards pour les réseaux de transport. Et même si on accumule tous les effets du plan Juncker, on n'y arrive pas. Et donc on voit très bien que la limite en termes d'investissement, c'est que les États deviennent de plus en plus impécunieux et que les entreprises énergétiques européennes, elles se portent pas très bien les unes les autres. Et donc on ne pourra arriver à gérer dans mon domaine, dans l'énergie, une stratégie d'investissement et d'innovation que par un transfert massif de capitaux privés vers l'énergie et en particulier vers les infrastructures. Alors c'est amusant parce que je ne savais pas que Marc allait faire cette proposition tout à l'heure, mais je reprends dans mon rapport l'idée que les investissements qui vont sur les réseaux, qui servent donc à la qualité de la desserte en énergie, mais ça peut faire aussi partie d'éléments qu'on défalque des calculs sur le déficit. On peut envisager aussi des livrets d'épargne européens tournés vers les investissements. Il y a toute une série de propositions que je mets dans le rapport que j'ai remis à François Hollande le 23 février de l'année dernière sur ce sujet-là, et ça mérite qu'on avance, et pour l'instant, on voit très bien que le sujet n'est pas adressé et qu'on reste dans quelque chose qui est un bricolage État par État. Alors, c'est un paradoxe, hein. Ça veut dire que l'Europe, elle va avoir affaire à de plus en plus de phénomènes locaux, de montée des territoires, d'approches à travers des smart cities, de plein d'effets de mode.
Et pourtant, on voit bien qu'il faut traiter un certain nombre de questions à l'aune du continent, la normalisation, la R&D, l'innovation. On ne pourra pas aller vers le stockage d'électricité si on n'a pas un vrai programme commun de recherche en la matière. On ne pourra pas aller vers le courant continu. Dans cette école, on sait ce que c'est, mais une technologie qui permet d'acheminer de manière souterraine parfois l'électricité, en tout cas sous-marine, si on n'a pas un programme européen. Et Marc évoquait tout à l'heure l'engagement du président Obama. Je vous rappelle juste quelque chose. En arrivant à la Maison-Blanche en octobre 2008, Obama, il réunit les industriels de l'énergie, des télécoms, plus le président de la commission de normalisation américaine. Il dit à toutes ces belles personnalités, j'ai envie que les États-Unis soient la première puissance en matière de smart grid, de réseaux intelligents. Depuis, le terme a fait florès. Depuis, on voit partout des colloques sur le sujet. Mais n'est-on pas capable en Europe, nous-mêmes, d'avoir une ou un politique qui se dresse et qui lance un horizon à 5 ans, 10 ans? On est obligé de se mettre dans des effets de mode venant d'ailleurs. On n'est pas capable de concevoir nous-mêmes une vraie perspective industrielle. C'est un peu ça, le sujet aujourd'hui de cette journée. Je pense que l'Europe, elle est capable, à travers son expertise, son énergie, ces jeunes, de concevoir quelque chose qui a un horizon partagé. Pour l'instant, mon sentiment, c'est qu'on y va de manière assez désordonnée, chacun faisant miroiter ce qui se passe chez lui, et on a un déficit d'initiative politique majeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup également on va avoir du coup un peu de temps pour des questions, donc merci de tenir le temps. So, the last question will be for Luca. So I'm always amazed, Luca, about the European Trade Union Confederation, because, in France, trade union is something complicated. It used to be complicated, and so I imagine 28 different kind of organization of trade union, and I'm really impressed because we had this discussion before that it works, that you have good proposal, you have learning from experience about the best practice. So could you tell us a little more about this European Trade Union Organization and what could be the learning from experience about investment, about where to put this money? We talk about higher education, and also about small and medium-sized companies. So what could be your input on this aspect? Thank you very much. I'm not sure you are really interested in knowing exactly how the European trade unions work, but anyway, we are the European Trade Union Confederation. There is a big difference between the European level and France, but also Italy, my own country, is the fact that at the European level there is only one trade union confederation, gathering all the European trade unions around the countries. So we are representing 90 confederations coming from 35 member states and non-member states of the European Union, because we include also trade unions coming from countries that are candidated to enter the European Union, or they are associated in the European Economic Area to the European Union, etc., etc. And so we try to find a balance, between different, let's say, political trends and tendencies coming from our affiliates, but also political differences and proposals. But having said that, I would like to come back to not only to the title, but also to some of the hints I got now from the discussion, and also some elements that came out also in the discussion this morning. There is an incredible rhetoric about skills, competences, the need for better education, the fact that employees, workers should be better equipped with this kind of assets to become more employable, more adaptable to the labor market. There is also an incredible narrative going on concerning digitalization in the economy, transformation, transition, climate change, all these consequences that the different transformations taking place in the economy and in the labor market could have on future jobs. The problem is, are there future jobs? Because, the problem is perfectly represented by the speech that Joanna Neiman delivered this morning. She described perfectly which is the real situation of young people approaching the labor market in Europe in this moment. Most of young people
are very well equipped with skills and competences. They know everything about digitalization. They know everything about devices and new forms of communication, expression, and delivery of work in terms of digitalization. They have in their hands all the possible tools that should make them adaptable and employable in the labor market. But the problem is that they don't find a job. And if they find a job that is precarious, very low paid, and with very bad working conditions. So this should be the starting point of any discussion we should put in place together when we try to address the problem of how to have a better economy at the service of people, how we can boost economic growth, how we can invest in the economy, how we can make things better for people's life. And at the moment, unfortunately, we have to recognize that the performances of the European economy are not satisfactory at all in this respect. Despite of all the receipts we have faced during the last 5, 7, 8 years after the crisis started a few years ago, all these receipts completely failed. What we have faced is worth to be analyzed, because if we don't analyze what happened, it's very difficult to put in place new tools, new strategies, and a different alternative narrative for the European economy for the future. Well, we had austerity, we had cuts. The only tools for macroeconomic adjustment have been labor market reforms, wage decreases and cuts, and social protection cuts. The budget obsession, let's say, has been the main fundamental ground for any macroeconomic policy in the European Union, but we didn't create any growth. And particularly, we didn't create any sustainable growth. And you know, also sustainable growth is a rhetoric expression. It's worth to understanding what we mean when we speak about sustainable growth. Well, for us, sustainable growth means, for sure, growth that is, let's say, in line with the expectation of the environment and the fact that environment should be protected, but sustainable growth means also social inclusion, means also fair working conditions, means also quality jobs for people. Well, having said all that, what can we do to change this situation? Investment is for sure the first asset we should put in place together to try to change the situation. But which kind of investment? Let's go to the Juncker plan. The Juncker plan performed its first phase, let's say. Now President Juncker rightly announced a double Juncker plan, a second phase Juncker plan. The problem is that the rules and the contents of the second phase are at risk of being exactly the same as in the first phase. Very little public money, only theoretical and virtual as a guarantee for private investment. The problem is that not only because the multiplier are not so realistic, but also because you can confirm or not what I'm going to say, but private investment together with public investment completely collapsed in Europe in the last 5 years. There is no investment at all. What you said about this incredible amount of money that is in the pockets of the employers of the big multinational financial companies, etc., all this money is not invested at all in the economy. And so it doesn't create any job. Why employers, financial institutions, should be encouraged to invest now simply because there is a little amount of virtual public money as a guarantee for private investment. It doesn't work at all. So what we really need in Europe now is a great campaign for public investment. Public investment doesn't mean that we have to restore some kind of communist theory in the economy or 5 years plans in the economy. If you look at a fantastic book that has been written a few years ago by a very brilliant American-Italian economist, that is Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, I suppose that most of you have read it. Well, it's clear that the most innovative parts of the American economy
have been based and have been kicked off by public investment. The investment put in place by the federal state through the Federal Agency for Innovation. So the only way to boost investment in infrastructures, material and immaterial infrastructures, for innovation and research also in private sectors, for education and training, as you rightly said, but also for social investment and social infrastructure, the only way to put in place this kind of investment is having public money available. And at the moment, unfortunately, because of the European economic governance, public money is not available at all. It's not available at the national level, it's not available at the European level, because we have, sorry for saying that, but Romano Prodi said that before me a few years ago, we have in place a stupid Stability and Growth Pact that is not at all a growth pact. The 360% elements, rules, I mean, that are at the basis of this pact, don't allow member states to invest at all, and don't allow the European Union to put in place European projects for investment. So if you want really to boost investment at the European level, we need not only to relax, we need to reform the Stability Pact, to adapt the Stability Pact to the new needs of the European economy, to make sure that public money can be generated also via the financial markets, because, you know, the European Central Bank on the European Investment Bank can issue bonds to support public investment at the national and European level if they want to do so. So if we don't reform the Stability and Growth Pact, it will be impossible to boost investment, especially for these areas in the economy and for those countries that are most in need in doing that. Unfortunately, the current tools that are in place are not addressing this problem. But let me add another point, beside investment, that is also really important. It's not mentioned in your title, because I understand this is really a taboo in the European narrative. This is really my last point, but I wanted to address it. That is wages. Wages, purchasing power of people, and internal demand. The European economy is based for almost 70% on internal demand. We have based all our macroeconomic strategies in the last year only on export. Internal demand has been destroyed, depressed, destroyed in the European Union. In the single market, demand doesn't exist. The reason why we have negative interests is because we don't have any inflation. And we don't have any inflation because we have completely depressed the purchasing power of people. And since our products, for 70% of our economy, remain in Europe, there is no one buying these products. And this is the end, the death end of our economy for the future. So if we don't address also the fact that we need to increase wages and purchasing power of people in all the European countries, it will be impossible to relaunch the economy. If you look at the figures, in all European countries, wages have been lagging behind the productivity developments, including countries with very low levels of productivity developments, wages were lower than productivity. So if you don't fill this gap, and the only way to do it is to boost collective bargaining, industrial relations, and the capacity of social partners to deliver in this respect, there will be no hope for the European economy. Investment and purchasing power and demand are the two great pillars if we wanted to rebuild up the European economy for the future, and also to make sure that economic growth is for people, is really sustainable growth. If you look at the figures regarding Brexit, the referendum, and the elections in some European regions, in particular in Germany, in the last months, you see that the regions that voted for Brexit and that voted for, let's say, populistic parties are not the regions where migrants are. In regions where there are migrants, they didn't vote for Brexit. They didn't vote for populistic parties. The regions where this happened are the regions where they have the highest level of unemployment, the highest level of social exclusion, and the highest level of poverty. So if we want to rebuild up Europe, we should start from that. Thank you very much, Luca. Thank you very much for taking time. So we could have a few questions. Maybe you want to react immediately. Yeah, just 2 minutes, yeah, because well, I would like to very have a few questions. I agree mostly, of course, when it comes to investments and purchasing power, etc. But you started with the younger generation, and there we disagree a little bit. Because yes, you're right, of course we have a really good qualified generation of people wanting to enter the labor markets. But to be honest, I mean, for 50% that's true, the other 50% we have qualified our younger generations for a 20th century economy. So to give you two very concrete examples, if you look to the retail business in Europe,
The amount of jobs are the same, although there is much online shopping going on and it will increase. But the amount of jobs are the same because the jobs are shifting from either higher service levels within the shops, which you need different persons for because you need a different kind of service level education to agree that, or you're going to be having boxes in warehouses. So that's are two very different parts of you have to learn. Utility and energy transition. If we really want to make our goals when it comes to reducing our energy footprint, we don't have enough people to do it. I mean, it's becoming a high-tech job. In a utility company, before a man or a woman went to your house and had to adjust some things to your system. Now it's a high-tech job. You have all these high-tech stuff in your house, in your car, which you have to make sure you are adaptable of and you can work with. And the people we are educated are only partly possible to do this. So we have to re-educate them, even younger generation, to be part of the energy transition or to be part in the retail transition we're making as well. And that's a big job. It's a daunting job because they just left our vocational education training. They just left our universities and other vocational institutes. But we have to do it because these economies are completely different from the last 100 years. Merci beaucoup, Farid. Je vais laisser tout de suite réagir Michel. Et après, je prends une question du public parce qu'on me fait signe quand même. Et j'ai des étudiants qui ont des questions. Vous êtes étudiant, monsieur? Alors, on prendra aussi des questions des étudiants. Mais formation continue. Il a moins de 40 ans, alors allez. Non, juste un petit éclairage peut-être dans l'échange entre Farid et Luca. L'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, vont être en mouvement schumpeterien, destruction, création. Mais il n'empêche qu'on peut, dans le moment actuel, être aussi créateur d'emplois, y compris si on est un opérateur public historique. Je prends juste un seul exemple. Dans mon pays, en France, on va déployer des compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents, qui seront déployés d'ici 2021, vont générer 5000 emplois directs qui ont été localisés en France tout en étant conformes aux règles européennes d'appel d'offres et tout, et puis 5000 emplois dans la pause. Donc au total 10 000 emplois sur un programme de modernité qui va permettre d'avoir de la communication intelligente et d'avoir plus d'informations côté consommateur. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, c'est peut-être la responsabilité un peu des entreprises publiques notamment, se dire que dans cette transformation, on doit aussi inclure le volet social et la transformation n'est pas obligatoirement destructrice. À court terme, on peut gérer ça et gérer ces phénomènes de transition. Je pense que sinon, on risque de ne pas être audible et de bloquer la société, de créer des phénomènes que malheureusement certains pays européens ont connus. Alors, je vais prendre tout de suite une question qui nous est arrivée par notre partenaire, on vient de me l'envoyer par Global, donc globl.com/Europanova qui retransmet la conférence en direct dans les pays européens. Et la question est, le plan Juncker a été initié en 2015, excusez-moi, dans le but in September, so I'm going to translate if they want to react. In September 2015, the Juncker plan was launched in order to raise roughly 300 billion euro and enhance the European industry and foster the jobs market. After 1 year later, how can you judge, how can you assess the efficiency of the project? Est-ce que l'un de vous souhaite répondre? Ok, je te rends la parole après. Well, first of all, let me say that I fully agree with you. I was not underestimating, the value of education and training, VET, etc., and also the value of... You have to answer the question of the students. If sorry, not, they're going to fight the director. Okay, sorry. No, I wanted only to mention that also just transition in digital economy, energy economy, etc., is something important that we have to manage. Having said that, concerning the Juncker plan, the amount of money, theoretical amount of money was 315 billion euros, 21 billion virtual public money as a guarantee for a multiplier in the financial markets. The figures say now that 116 billion euros have been spent. Let's say 80% of this amount of money went to small and medium enterprises. So the target you were mentioning was absolutely achieved by the Juncker plan.
Also because, you know, the fact that the small and medium enterprises in some countries have put together the so-called platforms for bringing projects to the attention of the European Investment Bank was a very successful story in this respect. But the problem is that this is exactly what the European Investment Bank was already doing. And most of this money went only to countries that were already using the money of the EIB. And the only advantage of all this package was that small and medium enterprises that in the past didn't have any access to credit with normal banks, now they can go to the EIB. Having said that, there is nothing for the countries that are most in need, nothing for Greece, for example, almost nothing, let's say, almost nothing for Portugal, for example. There is almost nothing for mature sectors in the economy that don't have the capacity to put together this kind of platforms, and there is especially nothing for these big possible cross-border transnational projects for infrastructures, but also nothing for education infrastructures, for social infrastructures, etc. This is the reason why we repeated several times to Jean-Claude Juncker, you have to change the rules at the basis of your plan, but you have also to put public money in there. And the EIB can issue bond to finance public projects within the plan. It's only a problem of political willingness. And so it's a challenge to the member states to decide that they have to give a mandate that already exists to the EIB to put public money in the core of the Juncker plan to make it really effective for the future. Thank you very much. Je vais laisser la parole tout de suite à Marc pour réagir sur ce point. Je tiens à rappeler dans l'appel du 9 mai qu'il a été justement, Monsieur Juncker a été sollicité pour un doublement du plan, et chose à laquelle il a répondu par un point positif. Marc, tu souhaites réagir sur cette question du bilan et de cet investissement pour cette relance? Très rapidement, juste avec un chiffre, parce que tu viens de parler du doublement, le American Recovery Act de 2009, c'est 800 milliards aux États-Unis pour 320 millions d'habitants. L'Europe, c'est 508 millions d'habitants et c'est 315 milliards avant le doublement. Donc ça donne déjà une indication de l'impact de ce plan. Après, moi, j'ai une question, mais qui rejoint ce que Lucas disait à l'instant, c'est l'usage. C'est surtout pour les étudiants, les questions, Marc. Hein. Oui, l'usage et le fléchage de ces fonds. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés pour des investissements de long terme et d'infrastructures, ou est-ce qu'ils servent dans certains États simplement à faire la dépense que l'État aurait pu faire lui-même indépendamment du plan Juncker? Et ce fléchage et ce cadrage politique me paraît essentiel si on veut qu'il porte ses fruits au-delà même du doublement. Ça me paraît important. Et le deuxième point, si on veut que le plan Juncker ait tout son impact, il faut que le Digital Single Market fonctionne en même temps. Parce que libérer le cadre réglementaire pour que véritablement on puisse construire une Europe du numérique, une industrie européenne du numérique, avoir des champions mondiaux du numérique, c'est quelque chose d'essentiel. On dépense dans les infrastructures, c'est bien, et encore faut-il s'en assurer, mais il faut que le cadre réglementaire véritablement nous permette de construire un marché unique du numérique si on veut être fort dans les industries du futur et permettre de monter à l'échelle dans les industries traditionnelles. Merci beaucoup. Allez, on prend les questions du public. Alors, les étudiants. Alors, on va commencer par les étudiants. Il y aura monsieur, mais d'abord, notre étudiant là-bas. Et je te laisse te présenter pour la question. Donc, je suis un étudiant de l'école des mines. Donc, ma question pose, vous avez beaucoup parlé d'investissement et de l'éducation des jeunes, mais ne faudrait-il pas aussi essayer de changer la mentalité qu'ont les jeunes vis-à-vis du travail? Parce que pour l'instant, les jeunes imaginent le travail comme un poids, comme une nécessité pour se nourrir, pour payer le logement, mais ne le voient plus comme une valeur de fierté, comme quelque chose qu'ils aimeraient bien faire et comme quelque chose qui pourrait vraiment être positif dans leur vie. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer la mentalité des gens pour qu'ils aient envie de travailler et envie d'aller étudier? Merci. Qui peut répondre? Yeah, Farid. Yeah, it's an interesting question, because when it comes to this mentality, we have to take something else in account. If you look to how fast changing and how uncertain our labor market and our economies are becoming, I think one of the crucial mentalities we have to find, also within our educational system, is how do you become employable for life in an economical system which is more and more flexible and more uncertain. What it takes is that if you really know yourself, your talents, your interests, what you're really good at,
then you are much more agile, much more able to be part of a very flexible economy and a flexible society. I'm not saying a flexible economy or society is good, it's happening. So we have to make sure that if you really know who you are, if you're self-reflective, if you know who you are in the context of others, that kind of mentality, then I think you have something very, very important as a mentality to be sure that you are part of this future and fast-changing society. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la question de monsieur qui Oui. est étudiant. Hein. On vérifiera la carte. Hein. Étudiant du futur. Voilà. Et puis on est- Non, je me posais une question, un paradoxe, c'est qu'on parle d'une Europe de l'énergie, comme l'Europe s'est faite sur l'acier, mais comment ça se fait qu'on a en même temps cette volonté de l'Europe de l'énergie et on a des politiques européennes de l'énergie qui sont des pays différents. Ici en France, c'est le nucléaire, alors que les Allemands sont contre le nucléaire. Donc, comment régler ce paradoxe? Enfin, oui. Enfin, moi, je me pose toujours une question. Ça fait des années et j'ai jamais eu de réponse. L'Europe est la première puissance économique mondiale, mais la représentation de l'euro dans les marchés financiers ne représente même pas 8%. C'est le dollar qui prend tout. Et la question sur l'Europe de l'innovation du numérique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on ne lutte pas contre une financiarisation de l'économie mondiale où il y aura des optimisations fiscales et que la masse de la richesse ne passe pas dans de la finance plus que dans la production d'intelligence, connaissance et tout le reste. Voici ma deuxième question. Merci beaucoup pour votre question. Allez, la première. Je peux volontiers essayer de répondre à votre première question. Souvent en France, notamment, on oppose nucléaire renouvelable. C'est pas ça la question posée au niveau européen. Au niveau européen, c'est qu'on a 80% aujourd'hui de fourniture qui vient de dehors l'Europe et qui est faite d'énergie fossile. Donc on est dans une situation de dépendance. Donc ça veut dire qu'il faut d'urgence qu'on se désintoxique des fossiles. Et on voit qu'à cette aune-là, on n'arrivera pas à faire que on va converger chaque pays vers la même politique énergétique de base, primaire. Par contre, et c'est pour ça que dans le rapport que j'ai remis l'an dernier à François Hollande, je pense que c'est un domaine qui est un domaine partagé, il y a le problème des réseaux. Qu'en Allemagne, on ait plutôt une énergie électrique fournie par du photovoltaïque, de l'éolien, ou qu'en France, on continue durablement à avoir du nucléaire, tout ça, ça circule. Et l'électricité à la vitesse de la lumière passe par-dessus les frontières. Et donc, de cette différence, faisons une force à travers une politique de réseau, pas uniquement les interconnexions entre pays, ça c'est sympa, ça parle à l'opinion, c'est compréhensible, mais aussi les réseaux de proximité, les réseaux de distribution, qui en gaz accueillent le biogaz, qui en électricité accueillent le photovoltaïque et l'éolien, et on voit bien qu'il y a eu une vraie révolution en cours technique sur les réseaux, qui fait que demain, les grandes villes, Paris, le Grand Paris, aura 4000 MW de plus d'électricité, mais ils seront fournis dans des départements fort éloignés, ou limitrophes, en tout cas l'Oise, la Somme, le Cantal. Et comment on va acheminer tout ça dans les villes intelligentes de demain? On voit bien que la solidarité, les échanges de pays à pays, de région à région, de territoire à territoire, c'est ça l'enjeu. Et donc ça, c'est un domaine où il va y avoir des milliards d'investissements à faire pour changer complètement la donne, pour faire de la recherche. Et tout ça, c'est idiot de le faire de manière séparée, chacun dans son coin. C'est des défis communs qui nous sont adressés. Et je pense qu'on pourrait, de bon sens, faire que ça fasse partie des sujets partagés. Marc, peut-être sur la deuxième partie de la question de monsieur? Non, ou Farid? D'accord. Yeah, something came up when you mentioned the fiscal culture of our nations and Europe. I don't have the answer, but it's a true dilemma. Is that you can tax in three ways, right? I mean, you can tax labor. Well, is that very attractive in a time when there's no real future labor market or future jobs, or maybe less so? We can tax capital. Well, that's really hard in a globalized world, right? So what's left? Taxing consumption. And if we increase taxing consumption in the future, because labor is more and more difficult, capital almost impossible. If we raise taxes on consumption, of course, who we punish most? The people in the lower part of our economies. So we have to compensate for them. So again, I don't have the answer, but on that question, how do we organize such a system, knowing that the shifts of the labor market and in capital makes it so hard? It leaves us that option, and that option is really hard because it will hurt people who we don't want to hurt with these kinds of developments. Again, I don't have the answer, but it's something that really struck me and really crosses, and hopefully there are some solutions we can think of. Merci beaucoup.
Je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions, alors je vais m'excuser tout de suite. La raison, c'est, vous le savez, il va falloir qu'on aille à la pause café. Alors c'est pas pour ça, c'est parce que le président de la République va bientôt venir et donc il va falloir, pendant une demi-heure, il va y avoir encore des préparatifs dans la salle. Alors je vais tout d'abord vous demander qu'on applaudisse extrêmement fort nos intervenants.